16 décembre 1944, à 5h30 du matin, une offensive massive de l'armée allemande toucha les Ardennes belgo-luxembourgeoises. Et pour commencer ce récit des combats de l'Ardenne, nous sommes à Diekirch, au Musée national militaire, et Roland Gaulle va reprendre la parole pour nous parler de ce super musée. Voilà Guy, comme tu l'as dit, donc la bataille, bataille des Ardennes a lieu au Luxembourg également, une partie, tandis que l'effort principal des Allemands, c'était plutôt du côté nord dans les Ardennes belges, mais ici on se trouve géographiquement le saillant sud, c'est-à-dire du côté allemand, c'était la 7e armée allemande qui était la plus faible des 3 armées allemandes qui devraient faire la ruée vers la Meuse et puis vers Anvers. Diekirch ici, qui se trouve juste à la limite des Ardennes luxembourgeoises, était en fait un des points forts ou un des points chauds de la bataille au début du 16 décembre jusqu'au 20 décembre, lorsque les troupes américaines ici, qui étaient en fait trop faibles, ont dû céder. Les Allemands ont repris Diekirch et ce n'est qu'en fin janvier 1945, par des températures et conditions atmosphériques effroyables, que Diekirch a été repris par la 3e armée de Patton après que Bastogne avait déjà été libéré. Les combats ont continué ici à Diekirch. Voilà Roland, pourrais-tu nous expliquer l'origine et comment est né ce magnifique musée ici à Diekirch? Donc le musée de Diekirch cette année a 40 ans, donc on fêtera en septembre prochain, on fêtera les 40 ans d'existence. Le musée a commencé sous le nom de musée historique de la ville de Diekirch. Et c'est grâce à la réunion de 3 collections privées qui existaient déjà et avec l'aide de la commune. Donc la commune nous a mis à disposition le bâtiment, l'immeuble ici qui est l'ancienne brasserie de Diekirch. Donc le musée se trouve actuellement dans l'ancienne brasserie de Diekirch et petit à petit, au fil des années, le musée est devenu vraiment un musée national également, avec l'apport et l'appui du gouvernement luxembourgeois, donc du ministère de la Culture et du ministère de la Défense et bien sûr de l'armée luxembourgeoise. Il y a 3 sections, c'est les 2 libérations de Luxembourg, la libération de septembre 1944, puis la bataille des Ardennes. Puis il y a un volet armée luxembourgeoise, vu que Diekirch même est une ville de garnison traditionnelle de l'armée luxembourgeoise. Et un 3e volet, ce sont les luxembourgeois au service des Alliés, Première guerre et Deuxième guerre mondiale, et puis la fraternité d'armes entre la Belgique et le Luxembourg pour maintenant les missions humanitaires. Roland, pourrais-tu nous parler du franchissement de la Sûre par les troupes américaines en janvier 1945? Oui, donc après la conquête de Diekirch, après 3 jours de bataille par les troupes allemandes, et après la libération dans les Ardennes de Bastogne et une partie des Ardennes belges, l'armée de Patton a créé un nouveau corps. Et à partir de Luxembourg ici, à partir de la Sûre qui marquait la ligne de front, les troupes de Patton ont d'abord dû franchir la Sûre, qui était l'obstacle principal pour pénétrer en direction du nord pour libérer le reste du Luxembourg et une partie encore des Ardennes belges qui étaient encore dans les mains des Allemands. Ça a commencé pendant la nuit du 17 au 18 janvier 1945 par une température de moins 23 degrés, puisqu'on a là les statistiques, lorsque du côté de l'armée de Patton, c'était surtout la 5e division d'infanterie, la Red Diamond Division, qui ici, entre Diekirch, Ettelbruck, jusqu'à Gilsdorf et Bettendorf, a dû franchir la Sûre. Ça a réussi.
mais bien sûr la Sûre était minée des deux berges. Donc le génie allemand avait pratiquement un mois de temps, lorsque Diekirch était encore en main des Allemands, pour miner les deux berges, et ça causait beaucoup de dégâts aux fantassins américains. Mais après 3 jours de combat, les Allemands étaient épuisés, ils ont dû se replier, et l'avance de Patton est parti en direction du nord et puis en direction de l'est, a en fait encerclé les Allemands et repoussé vers la frontière allemande lorsque les Allemands ont regagné en fait la ligne de Westphal ou la ligne de Siegfried fin janvier 1945, et pour nous alors au Luxembourg et pour la Belgique c'était la fin de la bataille des Ardennes. Oui. Donc vu que le franchissement de la Sûre était en fait le début de la fin de la bataille des Ardennes ici au Luxembourg, c'était vraiment un des chapitres les plus importants ici sur le saillant sud de la bataille des Ardennes. Alors, vu qu'on disposait de pas mal de place ici à l'intérieur de l'immeuble, on s'est décidé à recréer peut-être ce diorama sur une surface totale de 150 mètres carrés. Et c'est grâce à l'appui d'un vétéran américain qui faisait partie des troupes qui ont franchi la Sûre en janvier 1945, qui est revenu en 1984 en vétéran américain qu'on avait comme hôte ici lors de l'ouverture du musée, qui a en fait créé une fondation. Et ils ont recueilli des fonds pour que nous, on puisse mettre ce diorama en scène. Alors, on a fait des études sur le terrain, on a recueilli des impressions donc, de vétérans qui ont participé ici. Également, je dois le signaler, des vétérans allemands qui étaient du côté opposé, donc on voulait représenter les deux côtés. Et à l'aide de notre petit groupe de bénévoles, on a probablement, je dirais, mis 14 mois pour recréer ce diorama. Alors, le diorama représente la première vague de génie américain de la 5e division d'infanterie qui accompagne les fantassins pour aller au-delà de la Sûre, pour libérer Diekirch, et après la libération de Diekirch, pour pénétrer en direction du nord. Donc ça se passait pendant la nuit du 17 au 18 janvier 1945, et vraiment l'opération a nécessité 3-4 jours avant que les Allemands vraiment se replient. Et voilà, donc on se trouve dans une autre salle directement à côté du franchissement de la Sûre. Et pour garder un peu l'équilibre, vu que le musée se dit objectif, on a recréé une grande scène pour représenter le côté allemand et surtout la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient les troupes allemandes lorsqu'ils étaient vraiment coupés de tout apport logistique qui venait de l'Allemagne à cause du temps qui avait changé, bien sûr, et pendant le jour, aucun mouvement n'était possible vu que l'aviation américaine se jetait sur tout qui bougeait sur le sol. Alors que les Allemands qui avaient déjà pénétré dans les Ardennes luxembourgeoises devraient se ravitailler pratiquement eux-mêmes en recueillant dans des maisons abandonnées tout ce qui des vivres ou tout ce qu'ils avaient besoin. Donc ça représente en fait une cuisine de campagne allemande ici. Et tous les dioramas se basent sur des interviews qu'on a recueillies sur des particuliers, dans ce cas ici, avec pas mal de survivants allemands qui, à l'époque, l'âge était normalement très jeune. Ils avaient 17-18 ans, et également il y avait des soldats qui avaient déjà dépassé 45-50 ans. Ça, c'était les fameux Volksgrenadiers, donc des troupes médiocrement équipées et médiocrement entraînées. Alors, dans la continuité, la vie courante des GIs
en repos, préparant la dette de Noël. Voilà, c'est ça, oui. Donc la troupe américaine représentée ici, c'est la 28e division d'infanterie US, qui a également, en septembre déjà, a libéré par exemple une partie de la Belgique, Arlon, Bastogne et les autres régiments Luxembourg ici. Après la libération ici au Luxembourg, cette division a été amenée près de Aix-la-Chapelle, au sud, dans la forêt de Hürtgen, où elle a été décimée. Après cette bataille très coûteuse en vie humaine, là, en novembre 1944, tout ce qui restait de cette division a été reloqué ici au Luxembourg, qui a été libéré, bien sûr, et les Luxembourgeois étaient tellement accueillants, vu qu'ils ont été libérés par des Américains. Alors, ils ont offert leur ferme, leur grange également pour hébergement de la troupe. Ce que vous voyez ici, c'est cette troupe-là qui est en train de préparer le dindon du jour de grâce, le Thanksgiving Day, qui à l'époque était totalement inconnu ici au Luxembourg. C'était une coutume américaine. D'ailleurs, il y avait des problèmes de langue. Pratiquement personne ici au Luxembourg, c'était alors le Nord, était, comment dire, une contrée rurale où les gens ne parlaient pas l'anglais et beaucoup d'Américains, bien sûr, ne parlaient pas ni l'allemand ou le français, mais quand même on s'entendait et les Luxembourgeois, la population rurale était impressionnée par le ravitaillement américain. Donc l'alimentation, tout était conditionné en boîte, ce qu'on ne connaissait pas encore, le cornet de bœuf et aussi les œufs en poudre. Voilà pourquoi les gens étaient impressionnés. Au début, les Américains faisaient des omelettes ou des œufs brouillés à l'aide de la poudre d'œufs. Et alors, vu que c'était des fermiers ici, ils ont troqué des œufs frais pour avoir de la poudre. Donc, pour les soldats, ils avaient des œufs frais maintenant, et pour les Luxembourgeois, c'était cette poudre magique, des œufs conditionnés. C'était une situation win-win des deux côtés. Et bien sûr, pour les enfants, le chocolat et le chewing-gum. Ça, c'est une histoire que tous les citoyens d'un certain âge dans les Ardennes belges et luxembourgeoises vous racontent maintenant. Tous les enfants, à l'époque, les deux premiers mots d'anglais qu'ils apprenaient, c'était « chocolate » and « chewing gum ». Et ici, Roland, nous sommes dans la pièce qui relate quels éléments de oui, la bataille. Donc une troisième salle ici représente une scène allemande, plus précisément une position de mortier. Et les grands trous de mortier ici, vous en trouvez encore à 12 km ici, près de la frontière germano-luxembourgeoise, qui étaient à l'époque les anciennes positions allemandes. Donc on a recréé un peu ce qu'on retrouve encore sur le terrain. Et sans oublier, bien sûr, le musée a été fait par des collectionneurs pour des collectionneurs. Donc ça fait qu'on a beaucoup de petits matériels, par exemple ici, des mines et des explosifs allemands que les Allemands ont utilisés ici pour défendre la ville. Et au lieu d'avoir une vitrine, on a utilisé une barque d'assaut américaine comme vraiment pour exposer donc tous ces mines et ces accessoires de génie allemands et américains. Donc pour créer ces dioramas également, dans ce cas-là, on a utilisé une photo d'époque qui montre une position de mitrailleuse américaine dans la neige. Et tout spécialement, ça se trouvait du côté dans le grand périmètre de Bastogne, près du village de Harlange, mais encore au Luxembourg. Et lorsqu'on a trouvé cette photo dans les archives américaines, au revers de la photo, il y avait le nom de 3 soldats, il y avait le nom de la localité, donc le village de Harlange, et la date qui était le 8 janvier 1945. Ben, figurez-vous, à l'aide de cette photo, on a retrouvé un des soldats qui était là-dessus, donc qui est le pourvoyeur ici, qui s'appelait Roy Lockwood, qui, lorsqu'on a construit ce diorama, il était bien sûr encore en vie, et lui nous a donné toute son histoire ici, qu'il intitulait « L'enfer blanc ».
Ils étaient lui et ses coéquipiers étaient de la Californie. Ils n'avaient jamais encore vu de la neige avant d'être ici sur le front. Ben voilà, Roland, tu nous amènes dans cette pièce formidable qui conserve un grand nombre de véhicules. Oui, la plupart des véhicules, bien sûr, ou des pièces d'artillerie, c'est américain. Et normalement, ce sont des dons d'armées de l'OTAN étrangère. Par exemple, l'armée luxembourgeoise, l'armée belge, la Bundeswehr, l'armée française, même l'armée italienne avait encore du matériel dans les années 70 qui datait de la guerre, qui était mis en réserve. Et c'est grâce à l'appui de notre ministère de Défense au Luxembourg, ici, qu'on a pu avoir accès à des sources pour avoir en prêt à long terme ou en don du matériel d'époque qu'on a reconditionné comme quand ça se présentait en 1944-1945. Parmi notre collection de véhicules, il y a bien sûr des collections, il y a des véhicules standards de l'armée américaine, la Jeep, la Dodge, le GMC, mais il y a encore quelques véhicules un peu moins communs, tels que le High Speed Tractor, qui était en fait un tracteur chenillé pour l'artillerie lourde, ou le Half-Track, ou d'autres. Et bien sûr, également, on s'est efforcé à retrouver l'équivalent allemand, donc par exemple le VW 82, donc le Kübelwagen ou même le Schwimmwagen qui est beaucoup plus rare, et une de notre pièces maîtresses du côté allemand, toujours fonctionnel, c'est un Hetzer, donc c'est un chasseur de chars allemand mis sur un affût tchèque de Skoda, qui a servi dans les Ardennes ici, qu'on a reçu en cadeau de l'armée suisse après la guerre, puisque l'armée suisse en avait encore 150 après la guerre jusque dans les années 70. Un véhicule rarissime également, c'est un Raupenschlepper Ost, qui est un tracteur chenillé allemand construit dans les dernières années de la guerre, relativement primitif, mais quand même assez rare à trouver. Puis des DCA monotubes et quadruples allemands, 2 cm. Il y a un autre élément très important, bien sûr, pour l'histoire locale, ne pas oublier l'élément civil, puisque les civils se trouvaient coincés entre le feu des Allemands et des Américains. Et ici, à Diekirch, c'était grâce à l'initiative d'un jeune capitaine de 24 ans, le tout dernier commandant ici de la petite garnison américaine, qui, sur ordre, a dû se replier. C'est grâce à son initiative qu'une population paniquée de pratiquement 6000 citoyens de Diekirch a pu être transférée de l'autre côté de la Sûre pour être en sécurité, alors que la ville avait été prise 2 heures par après par les troupes allemandes. Et là, je pense que tu nous amènes dans la salle d'armes. Oui, ça c'est la salle d'armes, ça c'est le Toys for the Boys Room, donc les jouets pour les garçons. Et on a une collection assez complète, je dirais, d'armes d'infanterie, tous retrouvés ici. Plusieurs pièces rares, bien sûr, ont été troquées avec d'autres musées, mais en tant que collectionneur, on s'efforçait pendant 40 ans à être le plus complet possible. Donc du côté allemand, vous trouvez pas uniquement des armes d'origine allemande, mais également des armes italiennes, russes, roumaines, autrichiens que les troupes de deuxième ligne allemande avaient, vu qu'ils n'avaient pas assez de leur propre. Et bien sûr, tout l'armement standard américain, et également les munitions et les accessoires des deux côtés. Il faut se figurer que tout ceci traînait encore dans des granges, dans des maisons de particuliers, et même maintenant, 40 ans après, il n'y a pratiquement pas un seul mois où on ne reçoit pas un appel que quelqu'un qui est en train de nettoyer sa ferme trouve encore du matériel que grand-papa avait caché. C'est comme ça qu'on a toujours du matériel qu'on peut récupérer, et on a un accord spécial
avec notre ministère de la Justice, comme quoi si on trouve des armes qui n'avaient pas été enregistrées, bien sûr, pratiquement toutes les armes qu'on avait ici à l'époque étaient illégales, mais par ce biais-là, on peut les légaliser, on peut les enregistrer, et comme ça, elles deviennent des pièces de collection. Voilà, parmi des centaines de photos d'époque qu'on a, on avait une photo ici qui représente une infirmière américaine dans un hôpital de campagne en train de se laver les pieds dans son casque, vu qu'elle n'avait pas de bassine. Et 2 ans après l'ouverture du musée, on avait une visite d'un petit groupe de militaires américains qui logeaient à la caserne de Diekirch ici, et un jeune capitaine de ce groupe a reconnu sur cette photo sa mère. Alors comme ça, le contact, la mère était encore en vie, le contact a été établi, alors la mère nous a fait cadeau de son uniforme d'époque. L'actuel musée donc, se trouve dans l'ancien bâtiment de la brasserie de Diekirch. Ça fait qu'il y a encore 2 niveaux en dessous qui ne sont pas accessibles au public maintenant, des grandes caves voûtées. Et après la reconquête de Diekirch par les Allemands ont trouvé assez vite que le bâtiment ici était, surtout le sous-sol, était à l'épreuve de tout pilonnement d'artillerie. Ça fait qu'on a recréé une scène basée sur des interviews avec des survivants qui logeaient ici dans les caves, vu que les caves représentaient une certaine protection contre les tirs d'artillerie américains. Et l'inscription que vous voyez au fond, c'est encore l'ancienne inscription allemande qui se trouvait dans un complexe ici à côté. Et ça dit, on a fait une photo, donc ceci, ce n'est pas l'original, ça dit « Trotzdem siegen wir ». La victoire sera la nôtre malgré tout. Donc c'était encore visible il y a 40 ans dans la cave d'un bâtiment adjacent. Eh bien, cette vitrine évoque la brigade Piron, donc cette brigade belge qui a été constituée en Grande-Bretagne, qui a débarqué en Normandie et qui a libéré la côte fleurie en Normandie, donc Honfleur, Trouville, Deauville, etc. Et au sein de cette brigade, il y avait évidemment un bataillon d'artillerie dans lequel nous trouvions des Luxembourgeois qui ont rejoint également la Grande-Bretagne, qui ont voulu également combattre et étaient intégrés parmi cette brigade, cette brigade belge. Voilà, donc le musée comporte également d'autres sections telles que l'armée luxembourgeoise et une section très importante, les Luxembourgeois au service des Alliés. Déjà Première Guerre mondiale, mais surtout Deuxième Guerre mondiale, vu que sous l'occupation, au début de l'occupation, les Allemands avaient ici le recrutement forcé. Ça veut dire que beaucoup de Luxembourgeois, des jeunes Luxembourgeois, devenaient des malgré nous. Mais il y avait plusieurs centaines qui avaient réussi à s'échapper, qui avaient regagné les forces alliées et ont constitué un corps de la brigade Piron, donc de l'armée belge qui participait également en Normandie dans les opérations, et à cause de la langue, puisque tous les Luxembourgeois à l'époque parlaient français, ont intégré les Luxembourgeois, les volontaires, en tant que scout section et également une batterie luxembourgeoise au sein de la brigade Piron qui a participé à toute la campagne. Après la guerre, ce modèle a servi pour des opérations militaires de coopération entre la Belgique et le Luxembourg, telles que la guerre de Corée, où le Luxembourg avait constitué 2 pelotons de Luxembourgeois qui étaient intégrés dans le bataillon belge qui partait se battre en Corée. Et ceci, nouveau, a servi comme modèle beaucoup plus tard, maintenant avec les missions militaires, donc d'aide humanitaire, où il y a une très forte coopération belgo-luxembourgeoise. Également, des cadres de l'armée luxembourgeoise sont formés en Belgique, également participent à des exercices militaires et dans des opérations donc, de maintien d'ordre ou de maintien d'aide humanitaire. Ben Roland, un grand merci pour cette visite et je te laisse le mot de la fin pour nous présenter les heures d'ouverture du musée et les conditions d'accès.
Merci Roland. OK. Donc, merci de votre visite. Et donc, cette année, surtout le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes, nous, Luxembourgeois, on coopère beaucoup avec nos voisins et amis belges dans la sauvegarde de la mémoire collective par des musées tels que celui de Diekirch et tels que les musées belges en Ardennes, tels que celui d'Arlon ou de Bastogne. Et notre musée à Diekirch, il est ouvert chaque jour, sauf les lundis, de 10h à 18h. Et le site internet, c'est le www.mnhm.lu. Donc MNHM, ça veut dire Musée National Histoire Militaire.lu.